Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très bonnes lectures. Donc je reviens avec un nouveau Qu'as-tu lu? J'ai lu trois, on va dire deux romans et un petit album jeunesse. Voilà. J'ai pas beaucoup, enfin, pas beaucoup. Si, j'ai quand même lu deux romans cette semaine et un petit album. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que d'habitude je vous présente au moins trois romans. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu une lecture un peu plus exigeante que d'habitude, donc c'est pour ça que j'y suis restée un peu plus longtemps. Mais voilà, maintenant que mon ménage est fait, je peux faire ce nouveau Qu'as-tu lu. Vous êtes content de le savoir que j'ai fait mon ménage, bien évidemment. Cette semaine, j'ai donc lu Les Chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 1, La fureur des rapaces, de Lina Deranor, publié aux éditions Inceptio. Je continue mon rattrapage de SP des éditions Inceptio. Ophélie, si tu me regardes, j'en vois le bout. Il me semble qu'il m'en reste un. Il me reste un SP numérique. Et après, je serai complètement à jour. Je vais être contente de moi. Donc, Les Chroniques oubliées d'Hyperion, nous sommes donc dans un roman de fantasy. Et dans ce tome 1, on nous explique un petit peu le monde, dans le monde d'Hyperion. Et on fait la connaissance de Maxine, qui est une jeune femme. Elle est soldate dans l'armée d'Hyperion, elle est lieutenant. Et c'est une jeune femme extrêmement déterminée. Il faut savoir que sa maman a abandonné sa famille quand elle était très jeune, pour des raisons un petit peu obscures quand même. On ne sait pas trop pourquoi la maman est partie et a laissé son mari et ses deux enfants. Tant et si bien que ça a quand même profondément blessé Maxine, et qu'elle a décidé d'embrasser la carrière de soldat et de ne jamais laisser personne l'approcher, de ne jamais avoir d'attache, de ne jamais aimer pour éviter d'avoir trop à souffrir. Bref. Et donc Maxine, forte de ses exploits et de ses compétences militaires, se voit proposer d'entrer dans une confrérie spéciale, dans une confrérie d'assassins, une confrérie spéciale complètement soumise aux ordres de l'empereur d'Hyperion. Et en cela, elle a un mentor, en la personne du capitaine Andrèche, Arsène, de son petit nom, que c'est mignon. Et ils vont devenir binômes. Et au-delà de ça, c'est quand même son supérieur au sein de la caserne. Et il lui fait subir un entraînement vraiment extrêmement difficile. On dirait, aux yeux de tout à chacun, que c'est la tête de turc du capitaine. Bref, ces deux-là ne peuvent pas se supporter. Et puis, vous avez le meilleur ami de Maxine, Soen, qui lui est amoureux transi de Maxine. Il ne sait pas comment lui avouer ses sentiments, mais il fera n'importe quoi pour la protéger. Et donc s'installe le fameux triangle amoureux que l'on retrouve souvent dans les romans de young adultes. Alors là, comment vous dire que ce triangle amoureux perdure pendant tout le tome 1. Tout le tome est centré sur ce foutu triangle amoureux entre Andrèche, entre Maxine et entre Soen. Alors, entre Maxine et le capitaine, c'est amour-haine. Ils ne peuvent pas se supporter. Dès qu'ils se trouvent dans la même pièce, tous les deux, ils n'ont aucune envie de se taper dessus. Mais Maxine, oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive à chaque fois qu'il est là. J'éprouve un sentiment bizarre. Merde! Donc pendant tout le roman, ils ont une espèce de pulsion. Alors Soen ne peut pas supporter Andrèche ne peut pas supporter Soen adore Maxine, ils s'adorent tous les deux. Maxine ne supporte pas Andrèche, mais elle éprouve des sentiments bizarres à son égard. Bref, donc en un mot commençant, tapez-vous dessus un bon coup ou envoyez-vous en l'air, mais faites quelque chose. Ne restez pas comme ça avec peu ou prou un sentiment quelconque.
Mais ne restez pas pendant tout le premier tome à vous regarder dans le blanc des yeux ou à vous regarder en chien de faïence en ne sachant pas quoi faire de la suite. C'est relou. Et puis alors, va falloir que franchement, va falloir qu'on m'explique parce que je peux comprendre que voilà, ce sont des codes, des romans young adultes, qu'il y ait des triangles amoureux. Ok, il peut y avoir des triangles amoureux. Mais est-ce qu'on peut faire des triangles amoureux ou des romances qui soient basées sur des sentiments profonds et non pas sur une attirance physique? Parce que là, en l'occurrence, c'est ça, le triangle amoureux, c'est purement de l'attirance physique. Quand on parle, quand Maxine parle à un moment du capitaine André, je me dis, oh là là, c'est limite si elle tombe pas en pamoison devant ses muscles saillants qui roulent sous sa chemise et ce torse viril. Merde! Est-ce qu'on peut avoir une romance young adulte qui soit basée sur des sentiments profonds? La romance en soi ne me dérange pas quand c'est vraiment des sentiments profonds. C'est ça qu'on vend aux jeunes maintenant, c'est de l'attirance physique, c'est purement de l'attirance physique. C'est ça qu'on leur vend. Eh ben, franchement, je sais pas ce que ça va donner, les générations futures. C'est ça qu'ils aiment. Mais merde, faites-leur une romance avec de vrais sentiments. Bon, ok, il peut y avoir... Ok, dans toute romance, il y a de l'attirance physique, mais c'est pas que ça quand même, bordel. Je sais pas, gendarmons-nous, montons au créneau. Faisons les gilets jaunes de la romance, merde. Occupons les ronds-points pour avoir des romances dignes de ce nom dans les romans, mais pas purement des romances basées sur l'attirance physique. Merde! Il n'y a pas que ça quand même dans une relation amoureuse. Si! Je sais pas, ou alors je suis vieux jeu, ou peut-être qu'en 2022 ça se passe comme ça. Mais moi je vois pas les relations amoureuses de la sorte. Bref. Alors mon coup de gueule étant passé, j'ai l'impression d'être le Jean-Luc Mélenchon de la romance. C'est fou ça quand même. Jean-Luc, si tu me regardes. Oui, bon. Bref. Donc du coup, dans ce roman, tout le roman est quand même basé sur ce foutu triangle amoureux, même si on a quand même... on sent qu'il va y avoir on sent qu'il y a un complot, on sent qu'il va se passer quelque chose de pas net. Cette chose arrive quand même à la fin du roman, qui va engendrer de nouvelles perspectives, de nouvelles questions, de nouvelles pistes qui seront, j'espère, creusées dans le tome 2, et j'espère aussi sincèrement que la romance laissera la place quand même à l'action, parce que là, franchement, le tome 1 est uniquement basé sur la romance. Uniquement. Et quelle romance, hein, je ne vais pas revenir sur le coup de gueule. Hein. Si vous voulez me revoir mon coup de gueule précédent, faites, voilà, vous pouvez revenir en arrière, hein, c'est cadeau. Mais voilà, c'est uniquement basé sur la romance. Moi, ce qui m'énerve aussi là-dedans, c'est que Maxine, c'est quand même une jeune femme déterminée. Elle a su braver tous les obstacles pour pouvoir arriver là où elle en est arrivée en termes de carrière militaire. Et elle se transforme en espèce de loukoum dégoulinant dès qu'elle voit les muscles qui roulent sous la chemise du bonhomme. Non, je suis désolée, on ne se transforme pas en loukoum alors qu'on est quelqu'un de complètement déterminé. Bon, je sais bien que moi je suis un cœur d'artichaut, mais enfin quand même. Et c'est ça qu'on vend aux jeunes maintenant, merde. Ça revient, hein. Ça m'énerve. Vous l'aurez compris, ça m'énerve. Mais bon, après, l'écriture de Lina Alderanor est addictive, parce que malgré tout, on a envie de savoir ce qui se passe. Même si ce premier tome est complètement tourné autour de la romance, on a quand même envie de savoir ce qui va se passer. Et je trouve que c'est quand même assez fort. Parce que je suis quand même allée au bout de ma lecture pour ça, parce que l'écriture était addictive, parce que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer à la fin. Et voilà. Par contre, il y a aussi le traitement de la femme. Hein, voilà, la femme, hein, pour qu'elle soit bien, faut qu'elle ait un bon mari, hein, pour pouvoir avoir une place dans la société. Non, hein, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un personnage qui veut absolument forcer Maxine à se ranger des voitures, comme on dit. Et par moments, elle est un peu lourde, hein, quand même. Et ça m'a fait lever les yeux au ciel. Merde. Non, on n'a pas besoin d'avoir un bon mari pour pouvoir exister.
que la preuve a été faite de nombreuses fois sans avoir besoin d'y revenir. Alors, j'ai quand même un petit peu envie de lire le tome 2 pour savoir ce qui va arriver à Maxine et à ses compagnons dans le tome 2, mais franchement, j'espère sincèrement que la romance va se mettre un petit peu en retrait, parce que c'est un deuxième tome encore comme ça, franchement, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Voilà. Mais voilà, ça ne reste que mon humble avis. Si vous êtes accro aux romances, aux triangles amoureux, alors là, vous allez vous régaler dans le premier tome, mais vraiment vous régaler. Mais j'espère que la fantaisie, que le genre fantasy va revenir en force dans le tome 2, parce que moi, c'est clairement ce que je recherche, et je pense qu'il y a quand même un bon potentiel dans ce roman de fantasy pour faire quelque chose de super chouette. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec l'ami Jérôme, qui est Instagrammeur. Je vous mettrai le lien vers son compte Instagram dans la barre d'infos. On a lu en lecture commune Latium, le tome 1 de Romain Lucazzo aux éditions Folio SF. Dans le cadre du challenge de la copine Céline, Avril autour de la SF, donc on s'est dit, on l'avait tous les deux dans nos pieds à lire, on s'est dit, tiens, si on se faisait une lecture commune. On a dit banco, et donc on l'a lu la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Latium ? On est dans un futur lointain. L'humanité a été complètement décimée par ce qu'on appelle l'hécatombe, et seules subsistent des intelligences artificielles dans ce qu'on appelle des nefs, voilà, des espèces d'énormes vaisseaux volants. Et on a des intelligences artificielles qui ont été créées par l'homme et qui ont subsisté et qui voguent comme ça dans le ciel, dans le cosmos, en attendant un hypothétique signal qui leur donnerait l'espoir que l'humanité n'a pas complètement été décimée. Et un jour, une des nefs, une des intelligences artificielles, qui s'appelle Plotine, reçoit un signal de ce genre, et du coup l'espoir renaît. Elle va tout faire pour aller à la rencontre de ce signal. Et là va commencer une espèce d'odyssée vers ce signal. Alors, ça a été quand même, pour Jérôme et moi, on a été tous les deux d'accord là-dessus, ça a été une lecture un petit peu laborieuse. Pourquoi ? Alors, non pas que le sujet n'était pas complètement inintéressant, mais il faut un petit peu s'accrocher à son slip. C'est une lecture extrêmement exigeante que ce roman. Romain Lucazzo, pardon pour l'écorchage, Romain Lucazzo, il est agrégé de philosophie. Oui, c'est ça. Il est agrégé de philosophie et il est consultant après avoir enseigné à Sciences Po Paris et à l'Université de Paris-Sorbonne. Donc, quand on est agrégé de philosophie, ça se sent, et l'écriture de ses romans se ressent également. C'est extrêmement exigeant. Là, dans ce roman, on a quand même un monde, le monde des intelligences artificielles, et le monde tel qu'il nous est décrit, reprend les codes de la société hellénique, de la Grèce antique, mais vraiment très, 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 très antique. Platon, Aristote, tout ça. On retrouve la société helléniste, les codes, les termes. C'est extrême. Alors, tous les termes un petit peu techniques sont expliqués en note de bas de page, mais ça alourdit profondément le récit. Le langage est extrêmement soutenu. Il faut vraiment être concentré sur la lecture pour pouvoir en profiter pleinement. Au-delà de ça, on a aussi un peuple d'hommes-chiens. C'est un croisement entre les hommes et les chiens. En fait, concrètement, ce sont des chiens, des toutous, hein, comme les chiens que nous avons nous, hein, tout à chacun, mais qui ne sont plus sur 4 pattes, mais qui marchent sur 2 pattes. Ils sont devenus bipèdes et ils parlent, ils pensent. Et on a ce... J'ai mon portable qui vibre et j'ai plein de messages, excusez-moi. Les affaires reprennent. Et donc, ce peuple, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient au début, hein, quand on les rencontre, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont été créés.
et quel va être leur rôle dans cette histoire. On le sait peu ou prou au fur et à mesure du récit. C'est extrêmement intéressant. Mais alors, pour être tout à fait honnête, le premier tome, il compte environ 550 pages. Il faut facilement compter au moins 300 pages avant qu'on rentre réellement dans le vif du sujet. Avant qu'on rentre, alors, pour qu'on ait véritablement un début d'action. Parce que, honnêtement, dans les 300 premières pages, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose parce que, voilà, Romain Lucasio, il prend le temps d'asseoir son univers, de nous expliquer tous les codes, tous les us et coutumes, comment les intelligences artificielles ont cohabité, ont survécu malgré l'absence de leur créateur. Malgré tout, on assiste quand même à des questionnements des intelligences artificielles. Pourquoi j'ai été créée? Où vais-je? Que sais-je? Où vais-je? Que vais-je? Que puis-je? Que dis-je? On a quand même tout un questionnement existentiel pour des intelligences artificielles. Je trouvais que c'était... Excusez-moi. Je trouvais que c'était quand même particulier, c'était très intéressant. Enfin, voilà, une intelligence artificielle, ok, c'est intelligent, mais c'est artificiel. Mais là, elles ont un questionnement philosophique. Elles ont un questionnement philosophique digne des plus grands philosophes, digne d'Aristote et de Platon, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est intéressant. Le point de vue développé est intéressant, mais c'est extrêmement exigeant. C'est laborieux. Alors, si vous voulez un roman, un space opéra fluide, je vous conseille pas d'aller là-dedans. En revanche, si vous avez aimé La Nuit du Faune, le nouveau roman de l'auteur qui est paru, je crois, l'année dernière ou en début d'année aux éditions Albin Michel d'Imaginaire, je sais qu'il y a eu un sacré côté philosophique, un bon côté philosophique qui n'a pas toujours plu, à tous les lecteurs. Mais si vous avez aimé ce côté philosophique de La Nuit du Faune, surtout, je vous conseille vraiment Latium, ce roman de space opéra écrit par le même auteur. Franchement, je pense que vous allez vous régaler. Mais sachez, je vous préviens tout de suite, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est une lecture exigeante et le langage est extrêmement soutenu. Il faut vraiment s'accrocher à son slip. Ne vous le mettez pas sur la tête. C'est vrai, si tu me regardes. Gardez votre slip à portée de main, mais accrochez-vous à celui-ci pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Alors, j'ai le tome 2. Alors, je vais aller vous le chercher parce que c'est intéressant quand même ce qu'ils ont fait chez Folio. C'est assez intéressant parce que je vous le montre bien quand même. Hop, voilà. Parce que voilà, le tome 1 et le tome 2 forment l'image complète. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, j'ai le tome 2. Il fait un peu plus de 600 pages. Autant vous dire que je ne vais peut-être pas y aller tout de suite. Parce que malgré tout, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, même si c'est extrêmement exigeant, très soutenu. Mais c'est comme le contenu et toutes les réflexions qui sont apportées sont, à mon sens, assez intéressantes. Même si la lecture est laborieuse, on peut aller au bout, mais il faut prendre son temps. Je pense qu'il faut clairement prendre son temps. Ou alors, ce que je ferais, je lirais un chapitre par un chapitre, parce que les chapitres sont quand même assez balèzes. Hein. Il y a quand même des chapitres qui font entre 50 et 60. Le plus grand, il doit faire 100 pages, je crois, dans le tome 1. Donc, je me lirais peut-être je découperais peut-être un chapitre, histoire de fluidifier un petit peu l'histoire et que je ne me fasse pas des nœuds au cerveau. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est un roman de SF très soutenu, très exigeant de part de la lecture. Il faut vraiment être concentré. Mais si vous aimez ce genre de lecture, allez-y, foncez. Ce roman est fait pour vous. Et enfin, alors, pour me détendre un petit peu le cerveau, je suis allée vers une lecture facile. Et je peux vous dire
voilà, le grand écart facial entre Latium et Rikiki, le tout petit monstre, je l'ai fait. J'ai fait ce grand écart facial pour me détendre les. Alors, je vous l'avais montré lors de la précédente vidéo, j'avais reçu cet album de la collection du Père Castor, des éditions Flammarion Jeunesse, Rikiki, le tout petit monstre de Magdalena et Laurence Souillet et Bruno Salomon. Or, c'est tout mimi, c'est choupinet, c'est mimi comme tout. Donc, Rikiki, c'est un petit monstre. Mais il a un gros problème. Il n'arrive pas à faire peur aux enfants. Et ça, il ne comprend pas pourquoi. Et c'est un grand problème. C'est le gros problème de sa vie. Il n'arrive pas à faire peur aux enfants. Pourtant, il a tout essayé. Il a lu toutes les méthodes. Comment faire peur aux enfants pour les nuls. Voilà, d'abord, voilà, vous avez là sur la couverture le comment faire peur aux enfants avec des petits post-it, hein, parce qu'il prend des notes quand même, il est très très organisé ce Rikiki, mais rien n'y fait, les enfants n'ont pas peur de lui. Et donc, sa copine, la petite souris, va l'aider euh, par tous les moyens possibles à faire peur aux enfants. Et alors, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, ce qui m'a fait beaucoup rire dans cette histoire, alors, attendez, je vous montre parce que c'est trop mignon. Voilà. Vous avez ici cette planche. Voilà. Donc là, vous avez la porte de l'appartement de Rikiki, son paillasson qui fait archi peur. Et vous avez Rikiki avec ses petites pantoufles toutes mimi. Elles sont mimi ces petites pantoufles. Hein? Comment voulez-vous que ce pauvre petit monstre fasse peur aux enfants avec des pantoufles pareilles? Non mais sérieux. Voilà. C'est mignon. Voilà, ça peut facilement faire l'histoire du soir avant d'aller faire dodo. Si vous avez des tout petits dans votre entourage, c'est choupinet comme tout. Je pense que ça fera le grand bonheur de ma nièce. Hein, bon, elle est encore petite, elle ne sait pas lire, mais je pense que sa maman lui fera un plaisir de lui lire cette histoire, ainsi qu'à son petit frère. Ça fera, voilà, si vous avez des tout petits à gâter, franchement, Rikiki, le tout petit monstre, sera idéal pour eux, pour pouvoir aider à s'endormir, parce que bon, il fait pas peur. Il fait pas peur aux enfants, mais franchement, il est choupiné comme tout. C'est vraiment un très très chouette album pour les tout petits. Alors, bon, sinon, hein, pour me détendre les neurones, je me suis dit, bon, voilà, après une lecture assez exigeante, j'ai vraiment envie de me détendre le cerveau. Quoi de mieux qu'un bon thriller? Donc, du coup, je suis partie dans Matrice de Céline Dangean. Donc, voilà, j'en suis bon, pas tout à fait à la moitié, mais presque. Donc, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Mais sachez que pour me détendre les neurones, je lis du thriller. Voilà. Il y en a qui liraient des trucs feel good. Non, non, moi j'aime le thriller, le sang, les boyaux, les tripes. Voilà, moi j'aime bien les thrillers pour me détendre la cervelle. Voilà, je vais conclure donc cette vidéo en disant que dans cette période électorale, les gars, on est quand même à l'entre-deux tours. Les résultats du premier tour sont tombés hier. Je ne reviendrai pas dessus. C'est pas la place c'est pas l'endroit. Hein. Mais voilà, si vous voulez, hein, pour la blague, si vous voulez si vous voulez avoir des bonnes chroniques de romans de tous les genres possibles, des nouveautés, des titres plus anciens, de la BD, des romans pour enfants, des ouvrages pour les enfants, des thrillers, du polar, du roman noir, de l'historique, de la science-fiction, de la fantasy, de tout ce que vous voulez. Et ben le 24 avril prochain, les gars, votez pour moi. Voilà. C'était mon petit trip. Hein. Je sais pas, j'étais portée par les discours que j'ai entendus hier. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit discours en fin de vidéo. Si vous ne savez pas quoi faire le 24 avril, votez pour moi. Voilà. Comme ça, vous continuerez à avoir des vidéos, des bilans lecture, des qu'as-tu lu, des qu'as-tu eu. J'ai un projet que j'ai eu ce matin, pour tout vous dire, en faisant mes carreaux. Vous êtes content de le savoir. Voilà, j'ai une idée qui m'est venue, il faut que je creuse.
faut que je creuse et je reviendrai une fois que j'aurai creusé, je reviendrai vous en parler prochainement en vidéo. J'espère que le concept vous plaira. Bon, c'est pas un concept novateur, hein, mais j'avais envie de le faire. Je sais pas, faut que je creuse, hein, faut que je creuse, faut que je peaufine tout ça et je reviendrai vous en parler dès que ce sera terminé, dès que j'aurai bien mûri le projet. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Comme vous le savez, j'adore échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wesh gros!